Salut à tous, c'est la dernière émission de la semaine. On va vous préparer un week-end plein d'actu positives avec cette émission. Au programme de la gastronomie, de l'art, du patrimoine. La Touraine est la championne de l'art de vivre à la française et notre agence départementale de tourisme l'a bien compris. On vous fait découvrir aujourd'hui cette campagne, nouvelle campagne qui va donner envie à la terre entière de devenir tourangelle. Regardez, voilà une image. Et puis les festivals sont de retour et le festival de cinéma asiatique de Tours ne déroge pas à cette règle. Focus aujourd'hui sur la programmation toujours aussi géniale avec notre invitée Lucie Jurvillier. Ce sera dans la deuxième partie de l'émission. Et puis au sommaire également l'objet merveilleux du non moins merveilleux Aymeric Rouillac et une exposition d'art brut réalisée par des artistes qui ont quelque chose en plus. Je vous en dis pas plus, c'est parti pour un nouveau numéro de Tilt. Bienvenue à tous dans cette émission. Je suis ravie de vous accueillir sur le plateau de Tilt pour la dernière émission de la semaine. Voici nos invités pour cette première partie. Marie Gourdin est avec nous. Bonjour Marie. Bonjour. Ça fait plaisir de vous recevoir dans cette émission, chère Marie. Et nous aussi. On a fait plein de trucs à distance pendant le confinement, etc. On va parler de cette nouvelle campagne de communication imaginée par l'agence départementale de tourisme dont vous faites partie et qui va donner envie à tout le monde de venir en Touraine, que ce soit pour un week-end ou pour la vie. Connaissez-vous, ma chère, l'homme qui vous fait face sur ce plateau ? Je crois bien. De réputation, il est précédé par sa réputation. C'est l'une des perles de notre territoire, un pied dans le Loir-et-Cher et l'autre en Touraine, un tel monument que vous pourriez le faire visiter aux touristes. Moi je vous le dis, c'est l'incontournable Aymeric Rouillac. Salut. Salut à toi, merveilleuse Émilie. Tu vas bien? C'est beaucoup d'honneur chaque fois que je te fais des petites intros comme ça. C'est formidable. J'ai l'impression que la plume d'Edmond Rostand vit sur ses fiches admirablement. Bon, arrête, un peu préparé. quel flatteur celui-ci. Alors, tu es venu avec un trésor, comme Je suis venu d'habitude. avec un trésor de notre dernière Vente Garden Party qui s'est terminée avec ses heures et ses malheurs. Oui, incroyable. Tu as fait les gros titres. On a fait les gros titres, Money for Nothing avec ce tableau. Ah oui, de Money for Money. Nothing. C'était la Renaissance Lochoise qui a trouvé le titre. Et puis ce petit tableau de Ténier que j'avais présenté sur ton tableau qui s'est envolé. Le principe des ventes aux enchères, c'est comme avant un match de sport. C'est ça. Tu gagnes, tu perds, tu ne sais pas avant, tu ne sais pas après. Mais je suis venu donc avec une des pépites de cette vente, une découverte qui a enflammé le monde des collectionneurs. Vas-y, raconte-nous. Bien, Quel est ce il s'agit d'un trésor? tout petit morceau de verre. Et je voyais la campagne que va nous proposer l'Assemblée du DT. tourisme, la DT. Je le montre ici à l'écran. Alors, tu peux le montrer ici et tu peux le montrer l'image aussi de l'autre côté à Benjamin qui pour que s'applique à le faire. Benjamin puisse le filmer. Il s'agit d'un morceau de verre, c'est le fond d'un gobelet. C'est le fond d'un gobelet pour pouvoir boire. On pouvait y boire du vin, de l'eau. Et en transparence, vous verrez que la lumière passe à travers. Vous avez un décor alors avec un fond bleu qui est assez étonnant. Pourquoi? Parce que ce décor alors, qui va s'afficher dans un instant sur vos écrans ébahis, On aura fait le point. en réalité est pris entre Merci beaucoup, Benjamin couches Jérémy. de verre. D'habitude, quand tu vas avoir un décor à l'or, tu peins d'or, tu recouvres d'une feuille d'or du verre, et puis ensuite tu grattes. Ce n'est que là, le décor à l'or est coulé entre les deux couches de verre. C'est quelque chose d'assez rare, d'assez virtuose, qu'on a maîtrisé à une certaine époque, il y a plus de 1600 ans, puisque cet objet a été créé à Rome au IVe siècle. Au IVe siècle. C'était un objet extrêmement luxueux, compliqué à fabriquer, qui était destiné à l'élite romaine, de ces patriciens dans l'Empire, ces grandes familles. Un objet dont il reste très peu d'exemplaires. Pourquoi? Parce qu'il y en a d'autres qui étaient créés à cette époque-là, mais l'objet est en verre, donc il est cassé, il ne reste plus grand-chose, on ne fait pas attention, il ne reste plus que des tessons. Et de tous ces petits objets, ces fonds de verre qu'on a pu retrouver, il en reste juste une poignée dans des musées, et en trouver un aux enchères, c'était affolant. Et on a eu des amateurs d'Israël, de Suisse, d'Angleterre, d'Allemagne, des États-Unis. Tout le monde voulait enchérir sur ce petit bout de verre. Pourquoi? Oui, pourquoi? Eh bien parce que ce petit bout de verre nous fait changer de culture et de civilisation. C'est ça. Que représente-t-il, Émilie? Peut-être vois-tu? Un berger. Un berger. Un jeune berger. Un jeune berger qui est coiffé à la romaine, il est glabre. Avec il a son une agneau sur les petite épaules, c'est vrai. jupette sympathique. On voit ses gambinettes et puis ses chausses. Il a son agneau sur les épaules. Jusqu'à présent, dans l'Antiquité, je vous parle qu'on est à Rome au IVe siècle, quand tu avais un berger avec un agneau sur les épaules, c'était pour pouvoir aller l'offrir en sacrifice. On va au temple de Zeus, d'Athéna, de qui on veut, de Moloch, de Baal, et puis on égorge un mouton
pendant un certain temps, on égorgeait Pour même honorer les les dieux. enfants. Arrête. Mais si, Bah, tu dis des horreurs. mais on sacrifiait des enfants, on sacrifiait des hommes. Chez les Aztèques, on continuait de sacrifier des hommes. Ouais. Et donc là, on se dit, tiens, le berger, il va sacrifier son mouton. C'est classique. Eh bien, non. Si notre iconographie, ce n'est pas l'Hermès chrysophore qui porte son mouton pour le sacrifier, c'est l'iconographie du bon pasteur. Le bon pasteur, c'est une des paraboles de la Bible qui est professée par Jésus, qui dit, si vous avez un troupeau de brebis et qu'il y en a une qui s'égare, eh bien, le bon pasteur, le bon berger, va aller chercher la pauvre brebis, il est capable de laisser tout le troupeau pour pouvoir apporter la brebis et en prendre soin. Et moi, dit-il, je suis le bon pasteur. Attends, j'ai pas compris, parce qu'on était chez les Romains, tout d'un coup on est dans la Bible avec Jésus. Exactement, on comprend plus rien. Pourquoi ? Parce que les Romains sont en train de découvrir le christianisme, sont en train de découvrir cette religion qui est née en Orient. Les religions viennent toutes d'Orient, et on est en train d'assimiler le christianisme et d'assimiler cette image du Christ bon pasteur. Si bien qu'au lieu d'avoir un Dieu qui est un Dieu terrible, si tu penses à Zeus, tu n'as pas envie de te retrouver en tête-à-tête avec lui. Tu m'étonnes. Si tu penses à lui et que tu es une femme, tu vas finir violée. Ça, c'est sûr. Si tu penses à Neptune, tu vas finir coulé si tu es un marin. Si tu penses à Athéna, tu vas finir transpercé par une flèche. Bon, Dieu, c'est toujours quelqu'un dans l'Antiquité qui fait peur, à qui on fait des sacrifices, même parfois humains. Bien sûr. Et là, cette nouvelle religion qui vient d'Orient, de Palestine, eh bien, Dieu se présente comme un berger pour pouvoir prendre soin de ses brebis. Et alors là, donc ça veut dire que c'est la figure de Jésus qui est représentée à travers ce... Exactement, ce joli petit berger avec sa coiffe à la romaine, le visage glabre, tu sais, il n'a pas sa grande barbe comme on peut le voir par ailleurs, en petite jupette avec des choses. C'est Jésus, c'est ce nouveau Dieu qui vient d'Orient, qui va être assimilé par l'élite romaine. Et à partir de ce moment-là, l'image du bon pasteur va être une des images pour permettre de dire que finalement on change de paradigme. C'est ce que je te disais au début de cette émission. On change de culture. Dieu n'est plus là pour nous faire peur. Il est là pour nous aimer. C'est peace and love à la fin de l'Empire romain. Un morceau d'histoire encore une fois sur ce plateau. Grâce à toi, Aymeric, je te remercie beaucoup de nous apporter sous ces plateaux formidables. Ce médaillon, il est parti à 40 000 € je crois. Il part où ? Il part en Suisse. Quitte le Val-de-Loire, il va vers la Suisse. Il part en Suisse, c'est de la folie. Ils étaient tous à le vouloir. Bon, un Suisse qui était plus généreux. Le Suisse a gagné. Allez, on retrouve tous les objets merveilleux et leur histoire, c'est ça qui est passionnant, sur rouillac.com. Aymeric, si je te demande de décrire la Touraine en 3 mots, tu me dirais quoi ? Elle est belle, elle est lascive et on a envie de s'y balader. Ah bah tiens. Marie Gourdin, c'est un peu ce que vous avez fait avec cette campagne finalement, c'est concentrer la Touraine, l'essence de la Touraine en quelques images et en quelques mots. Alors je ne sais pas si vous avez mis lascive quelque part dans les affiches. Ça n'en fait pas partie, mais on le note pour la prochaine. C'est ça, je voudrais qu'on parle un petit peu de cette campagne. Comment vous l'avez pensée, comment vous l'avez conçue ? En fait, on a beaucoup réfléchi aussi en interne sur quel était véritablement notre ADN pour cette campagne. Et on s'est dit, mais véritablement, la Touraine, c'est l'art de vivre à la française. Et finalement, c'est aussi ce qui nous a le plus manqué ces derniers mois, ces dernières années, on peut le dire maintenant. Et on a décidé d'en parler, de le mettre en avant. Ici, personne ne veut rater un couvre-feu. On est vraiment, voilà, on a repris un peu tous les éléments de langage du confinement pour les retourner finalement dans cette campagne. C'est ça, on a voulu avoir un ton un petit peu différent, casser un peu les codes habituels du tourisme. Et puis avec des clins d'œil, un peu d'humour et un côté libérateur aussi suite à cette période qui était quand même un petit peu compliquée pour nous tous. Donc voilà, on avait envie un peu d'y aller. Quand vous dites en interne, je voulais juste représenter en 2 mots l'ADT, l'Agence départementale du tourisme d'Indre-et-Loire, c'est-à-dire que vous êtes une structure adossée au département pour donner envie aux gens de venir en Touraine, c'est ça ? Voilà, exactement. Notre mission, c'est vraiment de faire la promotion de la destination Touraine, à la fois en France, mais aussi à l'étranger. Alors du coup, ça veut dire qu'elle s'adresse à qui pour vous cette campagne et quels enjeux surtout, parce que c'est ça qui est important, il y a derrière de faire venir les gens en Touraine ou revenir les gens en Touraine. Elle s'adresse à tous les Français. Bien sûr. Voilà, alors surtout au niveau national évidemment, puisque ou aux Suisses, les Suisses peuvent venir. Voilà, pour les Suisses, les francophones, on va dire.
L'objectif, c'est de leur donner envie de venir en Touraine, de découvrir toutes nos pépites, toutes nos balades sympas, mais aussi nos châteaux qui sont assez connus. On imagine qu'il y a beaucoup d'enjeux. Je parlais d'enjeux économiques, puisque le tourisme, c'est bien, les cartes postales, c'est super, on peut faire des selfies devant un château, mais il y a toute une catégorie de gens qui vivent aussi de l'activité de tourisme en Val-de-Loire. C'est important que vous puissiez mobiliser aussi les gens qui reviennent chaque année, ici, c'est une campagne qui arrive juste avant les vacances d'été et elle est là pour donner aussi cette impulsion sur les réservations. À tous nos acteurs. Qui est déjà là, puisque les réservations pour l'instant vont bon train. Ah, super. Il faut continuer et puis on n'oublie pas aussi l'arrière-saison. Donc voilà, on lance ça pour pouvoir que ce soit pérenne, on va dire, sur l'ensemble de la saison, quoi. Juste un petit salut amical à l'agence Brandstation qui a créé cette campagne, je crois, particulièrement avec les directeurs de la création Damien Guillol et Samy Benhama. Bravo, hein, c'est plutôt réussi. Est-ce que la Touraine, elle est attractive? Parce que là, on salue leur travail, mais ils n'ont pas... Est-ce qu'ils ont beaucoup de travail à faire finalement? Parce qu'on a déjà envie de venir en Touraine, non? Je veux dire, là, par rapport par exemple à l'Allier ou le Bas-Rhin, les gens viennent beaucoup en Touraine, on a une destination très touristique. On a les châteaux, certes, qui sont quand même assez connus. C'est le fer de lance de la Touraine, mais on a aussi envie de leur dire qu'il y a aussi plein d'autres choses en plein air à faire. C'est pour ça qu'on a illustré ça avec le canoë face à la forteresse de Chinon. On est quand même dans un écrin qui est particulièrement magique, on va dire, et donc toutes ces activités aussi de plein air, on n'y pense pas forcément quand on pense à la Touraine, mais il n'y a pas que les châteaux. Il y a aussi la gastronomie, l'art de vivre, toutes les balades, la Loire à vélo, les véloroutes. Les activités, parce que Dixit, la personne qui est sur ce plateau, qui était ce matin, j'ai pas pu vous répondre parce que j'étais en train de tester un escape game dans les vignes. C'est ça, dur métier, hein, beaucoup d'abnégation. Escape game dans les vignes, et donc il faut trouver une grande nouveauté. Il faut tourner le tire-bouchon. Et c'est tout nouveau et ce sera à partir du mois de juillet au domaine Pagé. J'en profite pour donner la suite. Mais la Touraine, c'est la 3e destination touristique française, véritablement, ou vous pouvez confirmer ce chiffre après la Côte d'Azur et Paris, ou il y a d'autres régions qui sont plus touristiques que la nôtre? Il y a d'autres régions qui sont aussi touristiques, mais alors après, en fonction des années, ça change un peu. Mais on est sur le podium. Il nous reste 30 secondes. J'ai envie quand même qu'on fasse un petit coup de chapeau, puisque cette campagne, elle est là pour attirer, on va dire, les gens qui ne sont pas tourangeaux, mais il y a tout un volet de ce que vous faites aussi qui est adressé aux tourangeaux, aux gens qui habitent sur notre territoire. Je pense à cette opération de 14 000 billets qui ont été achetés par le département pour les offrir, pour les faire gagner, pour relancer aussi un peu cette dynamique de tourisme. Oui, c'est la 2e année consécutive. On avait lancé ça déjà l'année dernière avec le conseil départemental d'Indre-et-Loire. L'objectif, c'est aussi d'en faire profiter les locaux, puis qu'ils puissent redécouvrir aussi leur environnement, et donc avec tous ces billets à gagner dans des sites privés, donc les châteaux aussi, mais tout ce qui est loisirs. Voilà. C'est ça, donc ça c'est à remporter. Il reste encore quelques places sur notre compte Facebook, donc il faut y aller. Il faut y aller, le compte Facebook c'est Touraine Val-de-Loire, il reste des billets à remporter. On peut la voir où, notre campagne là dont on vient de parler? Alors on peut la voir sur Le Bon Coin. Et sur tous les sites médias français, donc Le Parisien, Le Monde, Le Figaro, mais aussi Rustica. Mais aussi TV Tour. Voilà, et TV Tour. Bon, sauf que nous, je vous donnerai la petite facture à la fin, bien entendu, de l'émission. Merci beaucoup, Marie Gourdin, d'être venue nous présenter cette très jolie campagne. Elle est visible un peu partout, vous l'avez compris. Et puis les 14 000 billets, il en reste quelques-uns à gagner sur le Facebook Touraine Val-de-Loire. Évidemment, allez, on va marquer une courte pause. On se retrouve juste après la pub avec la suite de l'émission, cette exposition d'art brut à la galerie Nanza à Tours, et puis le retour du Festival international de cinéma asiatique à Tours. A tout de suite sur TV Tour Val-de-Loire. De retour sur le plateau de Tilt pour la 2e partie de notre émission, et il a été annulé l'année dernière, il a été repoussé 3 fois cette année, mais ça y est, le Festival international de cinéma asiatique de Tours est de retour. Des retrouvailles attendues avec le public tourangeau pour ce festival qui fête sa 22e édition. Bon retour chez nous, Lucie Juvillier. Merci. Ça fait drôlement plaisir de vous retrouver. On va se pencher un peu sur la programmation ensemble. Mais avant,
Rendez-vous le 16 juin, ça c'est mercredi prochain. Où ça? Eh bien à la galerie Nanza à Tours, où on pourra découvrir une exposition d'art brut. Et c'est notre invité Fabrice Aliaga qui va nous en dire un petit peu plus. Bonjour Fabrice. Bonjour. Merci d'être avec nous, c'est la première fois qu'on se voit, je crois, sur ce plateau. Tout à fait. Je suis ravie de vous accueillir. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir dans cette exposition? Expliquez-nous, vous êtes venu avec quelques œuvres d'ailleurs. Voilà, avec quelques céramiques. Donc on va découvrir une partie de sculpture céramique émaillée et avec des cuissons raku. Cuisson raku. Cuisson raku. Je ne sais même pas ce que c'est. Alors une cuisson raku, on émaille, on remet dans le four, on monte à 900 degrés, on ouvre le four, les flammes sortent, on attrape, on met dans la sciure, ça s'enflamme, ça fait des craquelures, ça fait du noir, ça fait des choses partout. Donc voilà, c'est une cuisson japonaise. Donc qui a été utilisée pour ces sculptures, et une partie de peinture, assemblage, qui sera sur les murs. Voilà, donc à la galerie Nanza. Et peinture à la galerie Nanza. Quelques mots sur l'art brut, parce que je ne sais pas, on échangeait un petit peu avant l'émission. Moi, je ne sais pas vraiment ce que c'est l'art brut, vous nous en dites quelques mots? Oui, alors bon, le grand défenseur de l'art brut, c'était Dubuffet. Ah, Dubuffet, je connais, voilà, ça va. Dubuffet qui a rassemblé une collection qui a parlé pour la première fois d'art brut, d'art de personnes qui créent spontanément, sans avoir de culture. C'est ça, forcément. Dubuffet. J'ai cherché quand même, parce que je suis journaliste quand même, des productions de personnes exemptes de culture artistique. C'est ça. Alors on peut en voir en France, à Lille, au LAM, donc je vous conseille, ou à Lausanne. Et donc, ces personnes qui n'ont pas de culture, qui n'ont pas de recul et qui ne cherchent pas le regard des autres pour créer. Et voilà, donc là, on est dans le champ de l'art brut, en effet. On est dans l'art brut, effectivement. On découvre quelques photos, non, ce ne sont même pas des photos d'ailleurs, c'est Benjamin qui nous les met à l'antenne en direct sur ce plateau. Ça interpelle quand même l'art brut parce que je voudrais qu'on parle un peu de ça. Est-ce que c'est la culture artistique qui va faire l'artiste? Est-ce qu'on a besoin d'avoir suivi des cours aux Beaux-Arts pour être légitime en tant qu'artiste? Alors, pour vendre et en vivre, certainement, pour rentrer dans les réseaux, certainement. Mais nous, on est là avec des artistes que ça n'intéresse pas de vendre, qui ont vraiment créé pendant l'atelier pour eux, dans leur univers. Voilà, donc on est dégagé de tout ça. On ne s'intéresse pas en fait à un art officiel, commercial, etc. Bon, il faut que tout le monde vive, ça j'entends parfaitement. Mais là, on est vraiment dans une spontanéité énorme, quelque chose. Voilà, c'est vraiment des univers intérieurs qui sont venus se figer dans l'argile. Et c'est ça que je vous invite à découvrir. C'est ça. Alors, qui sont les artistes exposés? Un mot quand même sur... Ils sont combien déjà? 12. 12 artistes. Qui sont-ils? Alors, ce sont des personnes autistes qui sont accueillies dans un établissement qui s'appelle Les Rêveries, à côté de Blois. Ouais. Voilà. Donc, au départ, on a monté un projet avec la DRAC avec la DRAC, qui a financé donc, cet atelier modelage. Et le résultat nous a tellement bluffé, professionnels, parents... qu'on s'est dit, il faut absolument... Il ne faut pas le garder pour nous, il faut le montrer, ce travail. On ne va pas le mettre dans un coin, il faut que ça tourne, il faut que ça soit vu. Voilà. Sachant que ces personnes, sur les 12, 11 n'ont pas accès à la parole. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne comprennent pas ce qu'on leur dit ou qu'ils ne sont pas capables d'être au monde. Ils ne verbalisent pas. Voilà, mais ils ne peuvent pas verbaliser. Et donc, tout est passé là. C'est vous qui avez animé ce groupe de création. Comment est-ce que vous avez procédé, justement? Comment on fait éclore une œuvre à quelqu'un qui n'a jamais eu de culture artistique? Faut être... C'est une bonne question. C'est très bien. Voilà, on donne une matière première, on les laisse se débrouiller. Et on accompagne et on explique. Bon, alors il y a la petite partie technique, donc comment on assemble correctement. Mais en fait, c'est plus une façon d'être, d'accompagner, d'aider, d'être à l'écoute. Pour que les choses puissent se faire et puis d'être attentif au moment des cuissons, au moment de la préparation des couleurs pour vraiment répondre à ce qu'ils attendent. Mais en fait, les échanges sont d'une richesse incroyable. Moi, j'aime beaucoup. On fait un peu le même métier. On fait accoucher, de la parole. C'est ça, c'est du Socrate. Exactement, on est des mailloticiens, tout à fait. L'exposition, elle s'ouvre mercredi prochain, je vous le répète, c'est donc le 16 juin. Est-ce qu'il y aura un vernissage avec les artistes? Est-ce qu'on pourra les rencontrer? Alors, vu le contexte, bien sûr, non. Pas de vernissage. Pas de vernissage, mais les artistes viendront régulièrement accompagnés dans la journée. Nanza prépare des petits repas, etc. Donc, en fait, on sera là régulièrement, très régulièrement. Et, on peut manger au milieu des œuvres d'art. On peut manger au milieu des œuvres d'art, oui.
Ça, c'est trop bien. Ça, c'est complètement luxueux. Comment ils ont réagi justement à la galerie quand vous êtes venu avec le projet? C'est vous qui les avez contactés pour dire tiens, nous on cherche un lieu d'exposition? Oui, avec pour, Véronique notre Baucher, expo. donc, qui est chef de service aux rêveries. Et ils ont été enthousiastes. Ils ont ouvert les portes. Ils ont été fabuleux, vraiment fabuleux. C'est un endroit magique. Et ils ont tout de suite accepté, trouvé 3 mois d'exposition, ce qui est énorme. Génial. Quand même. Et offert un très bel espace. Donc, je les remercie vraiment. Et juste pour terminer, un mot sur les artistes. Quelle réaction? Qu'est-ce que ça a provoqué chez eux finalement cet atelier? On est vraiment là dans quelque chose qui s'exprime aussi. J'imagine qu'il y a eu un vrai bénéfice. On est dans le plaisir, le plaisir complet. Le plaisir de malaxer, de manipuler. Et je ne sais pas s'ils sont vraiment attachés au résultat, mais l'envie d'en refaire à nouveau, oui, ça c'est clair qu'on va continuer à faire des ateliers. Ah, bravo, c'est un super travail. J'espère que beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous ici et nos téléspectateurs iront découvrir cette exposition. Je vous rappelle que c'est à la galerie Nanza, 61 rue Blaise Pascal à Tours. C'est du 16 juin au 4 septembre et c'est gratuit en plus. Donc allez-y en masse. Allez, tout de suite, culture locale. On parle du retour du festival du cinéma asiatique dans la Bamboche. C'est reparti. Et c'est Lucie Jurvillier qui est avec nous pour parler du cinéma asiatique qui revient dans le festival de Tours. On vous retrouve après une annulation, après 3 reports. Qu'est-ce qu'on est content de pouvoir retrouver le festival, mon Dieu. Rappel un petit peu de l'esprit finalement de ce festival de cinéma asiatique. Quel genre de cinéma, quel genre de film nous faites-vous découvrir ici à Tours ? Donc le festival s'était bâti sur l'idée de faire côtoyer à la fois du cinéma d'auteur, même des fois très pointu, et du cinéma de genre. Donc c'est-à-dire on va aux 2 extrêmes pratiquement. Alors ça dépend des années, bien sûr, tout dépend de... ça dépend des productions des voilà. cinéastes, et puis bien des entendu. films que l'on peut obtenir, parce que c'est pas toujours facile avec l'Asie. Mais c'est vrai que, alors je m'étais même pas posé cette question, en temps de Covid, vous avez dû avoir du mal à récupérer des films. On a beaucoup de mal sur tout, en fin de compte. Là, honnêtement, c'est une année de galère. Voilà. Et c'est d'autant plus formidable que vous ayez pu maintenir l'événement, puisque cette édition, forcément, vous avez dû l'aménager un peu, j'imagine. De quelle manière ? D'abord, tous nos partenaires ne peuvent pas participer parce qu'à force de changer les dates, les gens ne sont pas disponibles. Hein. Donc, même nous, en termes de dates, au mois de juin, c'est pas des dates très c'est pas l'idéal pour porteurs, vous, hein, c'est pas très porteur pour le cinéma, mais enfin on espère que le public sera là pour nous soutenir un petit peu parce c'est pas porteur parce qu'il fait beau et tout le monde a envie d'aller dehors, oui, c'est tout ça, simplement. Hein. Oui. Mais on a de la chance, il fait trop chaud à partir de la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à venir vous mettre à l'abri dans une salle obscure. Avec la climatisation. Avec la climatisation, évidemment. On a envie de découvrir quelques extraits de ces films de la sélection de cette année. Je vous propose d'en regarder un petit peu et puis ensuite on en discute. Allez, c'est parti. 你成日嚟呢度啊？你個樣就似結咗婚。我以前呢20幾年，每日踩18個鐘，我唔係走寶。Voilà, un extrait, là, c'était Un printemps à Hong Kong. Un mot, peut-être? Le deuxième film, c'était Copyright Van Gogh. C'est ça, je ne l'ai pas vu passer, Copyright Van Gogh. J'ai dit, tiens, mais on en a mis qu'un. Donc, on en a eu 2. Là, on en a vu 2. Le festival, il en regroupe combien aujourd'hui? Cette année, on a 22 films, un peu moins que d'habitude. Quand même. Enfin, bon, quand même, on essaie que ça soit un peu honorable, quand même. Belle performance, chère Lucie. Il y a combien de personnes qui travaillent sur le festival? Petite équipe, toute petite équipe. On est 5-6 et encore cette année, il y avait très peu de monde. Bah, bravo à vous d'avoir réussi à nous sortir cette édition. Là, on voit passer quelques affiches de films qui sont dans ce festival. Tokyo Shaking fait aussi partie de la sélection de cette année. Ça sera diffusé, projeté le vendredi 18 juin à 18h45. C'est aussi l'opportunité, le festival, d'échanger avec des réalisateurs. Celui de Tokyo Shaking sera là, Olivier Payon. Quelques mots sur son travail, quelques mots sur son film. Alors d'abord, je voudrais dire que c'est la première année qu'on met en compétition un film qui n'est pas d'origine asiatique, puisqu'on a décidé d'ouvrir pour un petit peu évoluer, un peu changer. À partir de maintenant, on fera sûrement une compétition qui sera un peu, enfin, il n'y a pas encore le nom, mais un peu Orient-Occident, quoi, quand même. D'accord. Ouvrir un petit peu le champ, quand même, Bien sûr. des découvertes des réalisateurs, quoi. Donc là, c'est
Là, c'est un film Payon, français, film français. tourné au Japon. D'accord. Voilà, avec à la fois des acteurs français comme Karine Viard et des acteurs japonais. Et alors, le réalisateur va venir sur place échanger avec le public Voilà, tourangeau. et pour la petite histoire, il a écrit, il y a de nombreuses années déjà, le scénario à Fondette. Ah, c'est génial, Il n'est ça. pas du tout de la région, hein, on est bien d'accord. Mais qu'est-ce qu'il faisait à Fondette? Ça, je vais connaître des gens. Il faudra lui poser la question quand on ira le rencontrer, donc pour la rencontre le 18 juin, hein, c'est ça si je ne me trompe pas. Pourquoi vous l'avez sélectionné ce film? Qu'est-ce qui vous a convaincu? Parce que c'est un C'est très bon film. C'est une bonne raison. Oui, c'est déjà à peu près une bonne raison. Et puis c'est un film, c'est vrai qu'en étant français, parce que les films ont eu un pays d'origine tout le temps. Hein, ça, donc lui, il est français, le réalisateur est français, mais c'est vraiment quand même dans une ambiance très japonaise, puisque c'est à l'époque du tsunami. Et puis, est-ce que la centrale nucléaire va exploser, ne pas exploser? Donc ça pose quand même des vraies questions qui sont des questions qui ont touché la société japonaise. Et il y a toujours cette part d'ailleurs de politique dans le cinéma. Je voudrais qu'on termine, parce qu'il nous reste qu'une minute, sur la compétition que vous avez brièvement abordée. C'est la première fois qu'il y a un film qui n'est pas asiatique, qui est français. Donc 2 prix à remettre. Le prix du jury, là on ne peut pas participer, mais il y a aussi le prix du public. Et là, tout le monde, nos téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui, peuvent s'engager dans ce prix du public. Comment on fait? Eh bien, on distribue à l'entrée il y a 7 films en compétition. Au début des 7 films, il y a un petit papier avec différentes possibilités. Le public, en sortant, coche bien, très bien, parce qu'il aura son appréciation. Voilà, son appréciation. Et puis après, bien, on fait les comptes avec une petite péréquation, parce qu'il y a des films qui, quand même, récoltent plus de public que d'autres. Donc, pour ne pas être complètement injuste, quoi, voilà. Et le prix du public fonctionne très bien, quand même, depuis de très, très nombreuses années. Le prix du jury aussi, c'est pas le problème. Oui, j'imagine. On est très content de pouvoir retrouver le festival. De toute façon, c'est la 22e édition. Venez-y nombreux. Ça se passe du 16 au 22 juin prochain au Cinéma Studio, un petit peu ailleurs aussi, à Tours, www.studiociné.com et cinéasia37.wordpress.com pour retrouver toutes les informations sur ce festival. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Nous, rendez-vous à la Galerie Nanza. J'espère bien. C'est ça, pour découvrir cette exposition d'art brut. C'est donc la fin de cette émission de Tilt, la dernière de la semaine. Je vous remercie d'avoir été avec nous. On se retrouve dès la semaine prochaine. C'est lundi. Samuel que vous retrouverez dans ce fauteuil. Nous, on se retrouve mercredi. Passez un excellent week-end sur TV Tour Val de Loire. Salut!